Cédric O, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques. Merci d'accorder cet entretien à Bismart à l'occasion de l'ouverture du CES. Alors, un CES un peu appauvri, raccourci d'une journée, beaucoup de grosses boîtes ne sont pas là. Et vous-même, vous avez choisi de ne pas faire ce déplacement. Pourquoi? C'est question épidémie ou c'est que finalement l'importance du CES est plus relative aujourd'hui? Non, c'est d'abord pour une question d'épidémie, effectivement. On voit que le CES est un peu hybride, malheureusement, cette année, encore un peu gâché avec le Covid. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont annulé leurs déplacements. Il y a un certain nombre des Français qui n'y vont pas finalement, même s'il y aura une délégation française qui est encore très importante. Et comme je le disais tout à l'heure en antenne, si je vais au CES et que j'attrape le Covid au CES, je risque de devoir rester une quinzaine de jours aux États-Unis, ce qui, dans cette période assez chargée, avec la présidence française de l'Union européenne, avec l'annonce prochaine du classement de cette année du Next 40, avec tout ce qui se passe dans la tech en France, serait un peu problématique. Et donc, je ne serai malheureusement pas au CES cette année, mais il y aura une belle délégation française quand même. Et justement, elle aurait pu avoir besoin de votre soutien, cette délégation française. C'est la deuxième délégation la plus importante après les États-Unis. Alors, elle a toujours le soutien du gouvernement. Il y aura notamment Clara Chapaz, la patronne de la mission French Tech, qui sera. Donc, la mission French Tech y est, le gouvernement y est. Je ne crois pas que les startups françaises puissent vraiment se plaindre du manque de soutien du gouvernement. Je pense que d'une certaine manière, j'aurais probablement été s'il n'y avait pas eu le Covid, mais il n'y a plus autant besoin du soutien du gouvernement. Maintenant, la France a pris sa place sur la scène internationale. La marque française existe, la marque de la France en tant que territoire, la marque d'excellence des startups françaises existe. Et donc, voilà, j'aurais préféré y être, mais je ne pense pas que ce soit indispensable. Je suis certain qu'elles vont, comme chaque année, avoir plein de rendez-vous business et puis tenir haut le flambeau de la tech française. Justement, vous en attendez quoi de cette édition, qui est un peu particulière, encore une fois? Je pense que c'est deux choses. C'est d'abord un rendez-vous business. C'est-à-dire que pour les startups qui se développent, qui ont des produits notamment dans l'électronique à placer, c'est un moment important pour rencontrer des gens, pour rencontrer des investisseurs, rencontrer des clients, rencontrer des fournisseurs, se faire une place. Et puis pour la France, ça reste, même si c'est moins essentiel, je pense que ce ne le fut, parce qu'on a Vivatech, parce que la tech française maintenant a sa propre marque et a pris sa place sur la scène internationale. C'est un moment d'influence sur ce qu'est la marque France, qu'est le dynamisme de la France. D'ailleurs, le CES Unveil, donc avant le CES, quand Gary Shapiro, le patron, fait le tour, se passe à Paris, donc il y a une étape parisienne, j'y ai participé, donc ça fait partie de l'histoire de la France. Et puis, d'une certaine manière, on va dire la nouvelle hype autour de la French Tech, pardon cet anglicisme, a commencé en 2015 avec cette France deuxième délégation, la visite d'Emmanuel Macron. Donc on a une histoire particulière avec le CES et on veut la prolonger. Justement, c'est souvent quand même un moment où on révèle des innovations, ce qui est peut-être moins le cas. Par exemple, vous faisiez référence à Vivatech, ce qui est peut-être moins le cas à Vivatech. Est-ce que il y a des révélations d'innovation qui vous ont marqué? Non, je trouve que ce qui est assez intéressant, ce qui est toujours assez intéressant, à la fois d'ailleurs parce que ça a de la valeur économique, puis puisque ça répond à des défis, c'est vraiment la diversité des applications de la technologie. Et je me souviens de trois trucs, de trois entreprises qui sont aussi à cette année, que j'ai visitées dans les mois qui précèdent. Une à Grenoble qui s'appelle BFC, qui fait de l'électricité à partir de papier, que je trouve vraiment extraordinaire. J'en avais vu à Aix-en-Provence une boîte qui s'appelle Charge Poly, qui fait des chargeurs de voitures électriques. Et on voit que la technologie, c'est un sujet économique, évidemment. C'est dans la compétition internationale, c'est aujourd'hui un des facteurs qui font qu'on sera prospère ou pas, mais c'est aussi la manière de répondre à des enjeux climatiques, sanitaires, comme avec Barracuda. Enfin, il y a vraiment énormément de types d'entreprises, diversité d'entreprises, françaises et étrangères d'ailleurs. Vous avez mentionné dans la délégation Clara Chapaz, la nouvelle patronne de la mission French Tech. Elle sera avec nous d'ailleurs demain dans Smart Tech. Moi, je voulais savoir pourquoi ce profil. C'est parce qu'elle a ce côté, j'ai monté ma plateforme, je suis passée par des startups, j'ai été chez Vestiaire Collective. Il fallait que l'écosystème se retrouve en elle. C'était important pour vous? Alors, ce qui était important pour moi, d'abord, c'est qu'on prenne le meilleur profil possible. Et je le dis d'autant plus facilement que je ne connaissais pas Clara Chapaz avant qu'elle postule. Et qu'elle est donc passée à travers un processus de sélection. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de candidatures, qu'il y a 4 personnes, dont Jean-Charles Samuel Yandalan, dont Sandrine Julien Rouquier, qui est la présidente de la French Tech Toulouse, enfin Occitanie, qui ont participé au processus de sélection et qui ont été unanimes sur le fait que Clara Chapaz était le meilleur profil. C'est dans ce cas-là que je l'ai rencontré et qu'on a confirmé leur choix et qui s'avère, je dois le dire, en tout cas pour ces premiers mois,
un excellent choix. C'est vraiment, elle incarne exactement, je pense, l'ambition de la French Tech et ce qu'est la mission French Tech. L'ambition de la French Tech est une ambition de croissance et de massification, croissance qu'elle a connue notamment chez Vestiaire Co. Et ce qui est très important dans la mission French Tech, c'est que c'est l'interface entre un écosystème et les pouvoirs publics. Et donc, Clara Chapaz, elle, d'abord, je suis très content que ce soit une femme. Je trouve que c'est dans l'ambition de mixité, qui est celle de la French Tech, c'est une excellente chose. Je dis toutefois, encore une fois, qu'elle n'a pas été choisie parce que c'est une femme, parce que c'était la meilleure. C'est vraiment la seule raison. C'est toujours bien de le préciser. Et je le dis, mais je suis d'autant plus content que ce soit une femme. C'est-à-dire, si ça avait été un homme qui était numéro 1, on aurait choisi un homme, mais là, c'est une femme qui est numéro 1. Elle a connu des aventures entrepreneuriales, elle a vécu à l'étranger. Elle a été dans le top management de Vestiaire Co, qui est la seule licorne qui est dirigée d'ailleurs par un étranger. Elle connaît les problématiques des startups. Elle vient de ce monde-là. Elle a une culture opérationnelle. Elle coche absolument toutes les cases et je trouve qu'elle représente extraordinairement bien la mission French Tech et qu'elle fait un super travail. Justement, vous parlez des ambitions de la French Tech et dans sa feuille de route, il y a ça. Il y a le passage à l'échelle, notamment pour qu'on ait plus de licornes. On doit en avoir 22, je crois, actuellement. Ouais. Et c'est vrai que l'année 2021 a été une année record en termes de levée de fonds. On a 10 milliards d'euros levés. Quand même, si on regarde bien ces investissements, il y a beaucoup d'investissements étrangers, que ce soit des fonds américains, que ce soit le japonais SoftBank. Moi, je me pose la question de savoir si on se félicite d'avoir des licornes, ok, c'est super, mais d'un autre côté, on est peut-être en train tout simplement de laisser partir nos fleurons, de les laisser partir sous contrôle étranger. Alors, non. Non, je pense qu'il faut juste se féliciter du fait que énormément de fonds étrangers viennent ici. Pour une raison assez simple. D'abord, vous regardez les écosystèmes internationaux qui ont réussi, que ce soit Shenzhen, la Silicon Valley, etc. Ce sont des écosystèmes internationaux qui ont fondé leur réussite sur de l'argent étranger en partie et des talents étrangers pour beaucoup. Les États-Unis, sans en partie l'argent du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Europe, et sans les talents de ces trois continents, n'existeraient pas. Enfin, en tout cas, la Silicon Valley n'aurait pas réussi ça. Et donc, on doit utiliser l'argent qui vient du monde entier pour faire croître des entreprises ici. Et donc, quand un euro s'investit ou un dollar s'investit, je préfère qu'il s'investisse en France qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Je veux dire, c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui est important, c'est que quand ces investisseurs viennent, eh bien, les entreprises laissent leur siège social, laissent leur R&D et laissent pas leur toutes, identité. quand même. Ben, en fait, quasiment si. Vous n'avez plus ce qui existait il y a encore 5 ans, des entreprises comme Dataiku, comme Aircall, qui ont dû, au moment de leur première levée, déménager leur siège social pour le mettre aux États-Unis. Parce que les investisseurs, à l'époque, estimaient que la France n'était pas un marché suffisamment mature pour laisser le siège social. Aujourd'hui, vous regardez toutes les dernières grosses levées, vous évoquez les Sora, Content Square. Voilà, exactement, qui sont quasiment toutes avec des investisseurs américains. Ils ne demandent plus de bouger le siège social. Ils disent, OK, la France est devenue suffisamment performante. Et donc, nous sommes en train de réussir quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on aide aussi notre industrie française de capital risque. Ne serait-ce que, ce serait bien que l'argent des Français tire profit de la French Tech et puisse s'investir dans cet écosystème-là, d'abord pour le fortifier, parce qu'on a encore besoin de 10 milliards, peut-être plus, c'est très bien, mais il faut encore plus. Et donc, on y travaille, on y a travaillé dans le cadre de l'initiative Tibi, on essaye de porter une initiative au niveau européen avec le président, donc on veut aussi une industrie française du capital risque forte, mais plus il y a d'argent en France, mieux c'est. Et si on doit faire de la croissance, si on est en compétition avec les Américains, les Chinois, les autres Européens, je préfère qu'un euro qui s'investit en France plutôt qu'à l'étranger. Justement, vous parlez de la présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron souhaite un renforcement de l'écosystème européen pour faire émerger 10 géants tech valorisés plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Quelle méthode on emploie pour faire de ce vœu une réalité ? Alors, c'est effectivement extrêmement important. Je pense que on est à la fois en coopération et en compétition avec les Européens. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Mais on doit se concevoir. C'est un fil rouge de la présidence française. C'est la souveraineté numérique. C'est la capacité à faire émerger nos propres champions. Et d'ailleurs, on voit à quel point notre souveraineté et notre quotidien dépendent aujourd'hui énormément d'outils anglo-saxons. Dire quand votre téléphone portable, votre boîte email, votre moteur de recherche, souvent votre place de marché, le logiciel de cartographie qui s'impose à tout le monde, etc. sont tous des outils anglo-saxons. Donc, dans notre souveraineté numérique, l'émergence de champions numériques européens, Doctolib, par exemple, Lydia,
C'est des débuts de champions numériques européens. Et c'est important dans notre quotidien. OVH, aussi un très bon exemple. Et donc, on veut faire émerger ces champions. Pour cela, il y a deux choses qui sont sur notre feuille de route, en tout cas pour les mois qui viennent. Il y a les questions des talents. On doit attirer les meilleurs talents du monde ici, on doit former plus de gens. Et ça, il y a des choses à faire au niveau européen, créer une marque européenne de l'attractivité de talent. Comme on l'a fait un peu pour la French Tech. Exactement, réussir à étendre la dynamique de la French Tech au niveau européen, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la question du capital. Je le disais tout à l'heure, on a besoin de plus de capital. On a besoin que l'argent des Européens qui épargnent beaucoup s'investissent. Ça, on a du mal à flécher l'épargne vers l'économie réelle. Oui, mais c'était l'objectif de l'initiative Tibi qui marche honnêtement très bien. C'est 6 milliards qui a permis d'amener beaucoup plus d'argent. On doit le porter au niveau européen. Donc c'est l'initiative Scale Up Europe du président. Et donc il y a un agenda de régulation dont on parle beaucoup dans le cadre de cette présidence française de l'Union européenne, qui est indispensable. Il y a un agenda de croissance de nos entreprises et de nos emplois en Europe. Je vous rejoins sur la question de la souveraineté. Effectivement, on sent que c'est prégnant et que c'est une thématique qui prend de l'ampleur. Et en même temps, on a toute cette polémique autour du Health Data Hub en France confié à Microsoft. Est-ce que ce n'est pas un moment contradictoire ? Non, je vais vous prendre un exemple parallèle. Aujourd'hui, les cartes d'identité américaines, elles sont faites pour moitié, les cartes d'identité, les permis de conduire, mais les permis de conduire sont la carte d'identité aux États-Unis. Il n'y a pas de carte d'identité. Ils sont faits par Idemia, qui est une boîte française. Quand Dassault Systèmes rachète Medidata, qui est la plus grosse boîte tech de données de santé américaine, on trouve ça super. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas se fermer. Ce que je considère, c'est qu'on doit faire en sorte de protéger les données. Est-ce que les données des Français sont protégées dans le Health Data Hub, qui n'est qu'une toute petite partie du stockage des données de santé des Français ? Oui, le Conseil d'État l'a dit. Légalement, elles sont protégées. Est-ce que demain, il y aura des remises en concurrence ? Oui, il y aura des remises en concurrence. Souveraineté, c'est pas protectionniste. Et donc, c'est ça que vous voulez dire. La souveraineté, c'est pas le protectionnisme. Je veux dire, dès qu'on s'est fermé, c'est une psychose française de se dire, une névrose française de dire, la souveraineté, c'est le protectionnisme. C'est pas vrai. La souveraineté, c'est plus d'internationalisation parce que tous ceux qui sont extrêmement forts sont beaucoup plus internationaux. Hier, vous avez tweeté « Il n'y a pas beaucoup d'éléments économiques plus déterminants pour l'avenir de la France que sa capacité à accélérer la dynamique de la French Tech. Pourtant, silence radio sur le sujet du côté des oppositions, comme si leur logiciel était daté. Selon vous, le numérique n'est pas assez présent dans le débat public et encore moins dans le débat présidentiel ?» C'est pas qu'il n'est pas présent, c'est que la capacité des oppositions, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et la connaissance des oppositions de ce sujet est famélique. Il faut bien se rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, dans les 10 plus grosses entreprises mondiales, il y en a 8 qui sont dans la tech, 6 qui n'existaient pas il y a 25 ans, 0 qui sont européennes. Aujourd'hui, dans l'opposition entre les États-Unis et la Chine, la technologie est au cœur du sujet. Et donc, de notre capacité à investir dans l'innovation, de notre capacité à prendre les bonnes décisions, de notre capacité à faire croître la French Tech, dépend notre prospérité, dépend aussi la capacité de répondre. On parlait tout à l'heure de BFC, on peut parler d'Insect, on peut parler de toutes ces entreprises-là, aux défis environnementaux, aux défis sociétaux, la transition énergétique, la question de la santé. Est-ce qu'on entend Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot se prononcer sur ces sujets ? Jamais. Je veux dire, quand vous nommez Hervé Morin dans votre campagne responsable de l'innovation, c'est que vous aimez les oxymores, mais c'est certainement pas que vous aimez l'innovation. Et donc, mon sujet, c'est qu'évidemment, il y a des sujets de sécurité, il y a des sujets de pouvoir d'achat qui sont extrêmement importants. Mais que le fait même que ce sujet soit totalement absent des prises de position, en tout cas jusqu'aussi de la part des oppositions et du débat public, est un sujet qui, je pense, est un sujet d'inquiétude, en tout cas qui ne me rassure pas sur leur capacité à assumer une part des responsabilités qui seront les leurs si demain ils sont au pouvoir. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la transition numérique. Vous considérez, quand vous dites que c'est déterminant pour l'avenir, que finalement la transition numérique, c'est la mère de toutes les transitions ? Non, je pense qu'il y a deux grandes transitions qui vont complètement changer le monde et qui reformatent l'économie, nos sociétés de demain, c'est la transition énergétique et la transition numérique. Et si on regarde la manière dont notre société a été formatée par une transition technologique précédente qui a été celle de la vapeur et de la mécanisation, ça a tout changé. Ça a changé les rapports de force entre les entreprises, ça a changé la structuration des rapports sociaux, ça a changé les rapports de force géopolitiques, ça a changé votre relation aux autres parce que ça a réduit la distance, ça a allongé la durée de la vie, etc., etc. Le numérique, c'est exactement la même chose. Ça transforme les rapports sociaux, ça transforme la démocratie avec les réseaux sociaux et avec la participation des citoyens, ça transforme les rapports de force économique, ça transforme les rapports de force géopolitique. Donc soit on est capable
de répondre et d'être au rendez-vous et de s'inscrire dans cette transformation, d'où la politique menée pour la French Tech, d'où la politique et la priorité qui est donnée par ce président Bruno Le Maire, ce gouvernement au numérique. Soit on ne fait pas partie de ce débat-là, puis vous savez, je veux dire, l'histoire de la Chine, par exemple, c'est l'histoire de la disparition d'une puissance parce qu'elle n'a pas été au rendez-vous de la précédente révolution technologique qui était celle de la mécanisation de la vapeur. Elle a disparu pour un siècle. Mais ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'elle revient à l'occasion. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Et donc, le risque pour l'Europe, c'est ni plus ni moins, si elle ne répond pas à ce défi-là, que de sortir de l'histoire. C'est pour ça que ça doit être un sujet qui n'est pas un sujet de débat technique. Bien sûr, quand on parle de licorne, de levée de fonds, ça peut paraître un peu ésotérique. C'est un sujet profondément politique. Merci Cédric O. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était les grandes ambitions françaises pour le numérique du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O. Il était au micro d'Aurélie Planex. Vous l'avez entendu d'ailleurs, il a mentionné Clara Chapaz, la nouvelle directrice de la mission French Tech. Nous la recevrons vendredi dans notre émission. C'est maintenant l'heure de notre débat du jour. On continue de parler du CES, dont la date de fin est le 7 janvier, d'ailleurs non plus le 8 janvier, avec ceux qui font le CES.